Si le manque d'implication des salariés au développement durable, mis en évidence par de nombreuses études, peut en partie s'expliquer à raison de leur méconnaissance du sujet ou du déficit du leadership du dirigeant en la matière, c'est sans doute parce qu'il existe un malentendu, voire un déficit, un oubli, celui de la place centrale qu'occupe la culture dans le développement. Notre invité est Chamsi Kokou Montou. Il est promoteur culturel, responsable de l'ONG ASDI, Action sociale pour le développement intégral. Avec lui, nous allons parler de la place qu'occupe la culture dans le développement en Afrique. Chamsi Kokou, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, je vais très bien. C'est un plaisir de vous revoir. Un plaisir partagé, voilà. Allez, qu'est-ce que la culture? On va commencer par définir quelques notions. Merci beaucoup pour cette question. La culture, en fait, c'est l'ensemble des traits caractéristiques d'un groupe donné. Donc, sur le plan spirituel, sur le plan physique et sur le plan moral. Voilà. Donc, il y a un ensemble de traits caractéristiques qui définit les groupes. Donc, c'est ça que nous appelons la culture. Quels sont les exemples de traits caractéristiques qu'on peut avoir? Par exemple, quand on prend les éveils, on peut dire que le premier trait caractéristique, c'est la langue. Vous voyez? Ensuite vient la manière de s'habiller, la manière de se comporter dans la société. Il y a également les pratiques spirituelles, c'est-à-dire l'adoration, les religions, tout ça là, ça fait partie intégrante de ce que nous appelons la culture d'un peuple ou bien la culture d'une communauté donnée. Donc c'est facile de reconnaître que cette personne vient du pays élevé à partir de ces traits. Effectivement, puisque lorsque vous parlez votre langue, par exemple, vous valorisez votre culture. Lorsque vous mettez en valeur les accoutrements, l'habillement de votre communauté, vous vendez votre culture au reste du monde. Lorsque vous pratiquez vos religions, ou bien vous faites des pratiques spirituelles qui valorisent votre groupe ethnique, vous êtes en train de vendre votre culture à d'autres peuples. Et c'est différent de la tradition, en fait. Justement, quelle est la différence entre la culture et la tradition? Je dirais tout simplement que la tradition, c'est ce véhicule-là qui transporte la tradition. Parce que pour pouvoir transmettre la culture d'une génération à une autre, il va falloir un véhicule. Et ce véhicule, c'est ça que nous appelons la tradition, puisque donc, la tradition permet... Qui transporte la culture. La culture. Voilà. Donc, la tradition permet en fait de transmettre les valeurs culturelles d'une génération à une autre. Par exemple, lorsque vous éduquez vos enfants dans les langues locales, par exemple, vous leur apprenez à parler votre langue, vous êtes en train de leur transmettre votre culture. Lorsque vous leur apprenez à s'habiller, lorsque vous leur apprenez à adorer selon votre culture, lorsque vous leur montrez comment vivre, par exemple, même dans la société, il y a des règles de base, comment traiter même les maladies, et beaucoup de choses qui rentrent dans ce truc. Donc, la culture, c'est l'ensemble de ces valeurs. Maintenant, la tradition, c'est comment on transmet. La plupart du temps, c'est par l'oral. On parle, on vous dit, chez nous, c'est comme ça se fait. Mais aussi, il y a la pratique. Par exemple, quand on rentre dans nos villages, vous allez voir que, par exemple, on parle aujourd'hui des Tata Somba. C'est connu partout que c'est même un patrimoine de l'humanité. Ça fait partie. Et la construction de ces bâtiments-là, ça prend de génération en génération. Il y a des gens qui maîtrisent et qui le font. Et la nouvelle génération voit faire. Vous voyez déjà? Et donc, les peuples qui vivent et qui construisent de cette manière apprennent à chaque étape. Lorsque les anciens le font, ils apprennent à le faire. Et après les anciens, ils deviendront aussi des anciens pour de nouvelles générations.
Pour la langue, souvent, on le dit même, c'est la langue maternelle, puisque c'est la maman qui transmet en fait la langue des parents à l'enfant. Vous avez des exemples concrets de culture, Tchamsi Kokou? Nous en avons plein. Chaque peuple, comme je l'ai déjà dit, si on prend par exemple le peuple évé a sa culture. Et on peut dire il y a même une diversité de cultures selon chaque regroupement. Donc, vous allez voir par exemple, mais vous allez voir qu'il y a quelque chose qui est commun. Par exemple, quand vous prenez les divinités, vous allez retrouver les mêmes divinités un peu partout. Dans ce peuple-là. Donc, c'est ça qui les caractérise. La façon de s'habiller, aujourd'hui, tout est mélangé parce qu'on a été colonisé. Et donc, la colonisation nous a imposé la culture occidentale. Leur manière de s'habiller, cravater et tout. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons chez nous. Et malheureusement, il y a des gens qui, étant sous le soleil, s'habillent cravatés avec tout. Et vraiment, c'est un peu déplorable pour ces manières de faire. Donc, il y a la culture évé, la culture kabiaise, la culture lamba, la culture akoso, la culture ainsi de suite. Et dans chaque micro-communauté, il y a encore de petites nuances qui viennent renforcer ce trait de caractère que les générations transmettent. Parce que chaque génération apporte un peu du sien, ajoute quelque chose qu'il transmet maintenant à la nouvelle génération. Ce qui fait que un peuple qui s'est séparé à une étape donnée, ou bien dans le temps, avec le temps, quand vous allez les retrouver, ils auront quand même des choses en commun, mais ils auront des choses aussi qui les divergent un peu. Voilà. Alors, puisqu'on va parler également du développement, on va essayer de développer, de définir, j'allais dire, le développement. C'est quoi le développement selon vous? Si on prend le dictionnaire, tout simplement, on verra que le développement, c'est quoi? C'est un processus qui permet de grandir quelque chose, c'est-à-dire de le prendre d'une étape inférieure vers une étape supérieure. Donc, c'est ça, grandir ou ajouter ou faire déployer, voilà, encore un autre mot, déployer la chose. Donc, le développement, en fait, c'est un processus qui permet d'améliorer la culture. Je peux le définir ainsi. Le développement, c'est un processus qui permet à un peuple d'améliorer sa culture. Ou, on peut encore le dire d'une autre manière, de moderniser sa culture. Donc, il n'y a normalement pas de développement en dehors de sa culture. Puisque c'est la culture qui nous définit d'abord. Donc, quand on me demande de définir ce que c'est que le développement d'un peuple, ou bien du Togo par exemple, le développement du Togo devrait être le développement des microcultures que nous avons. Par exemple, on a parlé de l'éveil. Oui, il va falloir faire de l'éveil, par exemple, une langue nationale. Donc, on est en train de développer l'éveil. Si on fait du kabyé une langue nationale, on est en train de développer le kabyé. Si on arrive à moderniser la façon dont on produit nos habits, hein, les quintés, les trucs là, voilà, toutes ces formes de tissus que les peuples éveillés ont appris à cultiver depuis les temps immémoriaux jusqu'à ce jour, si on arrive à les améliorer et à les vendre à d'autres nations, on est en train de développer cette culture. Notre façon même de cultiver le maïs, notre façon de cultiver le soja, de cultiver tout ce que nous avons. Avec la roue, oui, mais est-ce qu'il y a des améliorations qu'on peut apporter? Tout ça là font partie de ce que nous appelons le développement. Donc, en fait, le développement que nous vivons aujourd'hui est un peu différent du développement que nous devrions vivre. Parce que nous importons maintenant la culture d'autres peuples et nous pensons que nous sommes en train de nous développer. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des étapes du développement. Est-ce qu'on a, selon vous, des étapes précises? On ne peut pas dire qu'il y a des étapes prédéfinies pour le développement. Comme c'est un processus, et c'est le temps et l'espace qui imposent les améliorations
à apporter. Si je prends par exemple l'agriculture, nous savons qu'au Togo, nous aimons beaucoup le maïs parce que nous mangeons la pâte. Voilà. Donc nous cultivions le maïs. Chacun faisait sa petite culture. Mais arrivé à un moment, on s'est rendu compte que ce que chacun produisait ne suffit plus pour nourrir toute la population parce qu'il y a eu d'autres métiers qui se sont ajoutés qui font que tout le monde ne va plus au champ aujourd'hui. Alors, il va falloir que les anciens ou bien que ceux qui en prennent conscience commencent par réfléchir à comment faire pour transformer la façon dont nous produisions nos maïs pour que ça puisse suffire, pour avoir ce maïs-là non seulement en quantité, mais aussi préserver le sol. Du coup, dans ce processus, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord la sélection des semences qui va rentrer en jeu. Ça fait partie du développement. Il y aura également l'amélioration des outils de travail qui va rentrer en jeu. La façon même dont on va produire. Est-ce qu'on va agrandir la superficie ou bien on va améliorer cette production-là, ne serait-ce que sur la même superficie? Bon, le blanc parle en ce moment d'agriculture intensive et d'agriculture extensive. Donc, vous verrez que le développement, comme on le dit, va s'appliquer dans le temps et dans l'espace. Un peuple qui, par exemple, est habitué à travailler une terre où il y a seulement que du sable, une fois que vous allez le déplacer sur la montagne où il y a les rochers, ils doivent apprendre à améliorer leur technique. S'ils ne le font pas, ils vont mourir. Et c'est la fin de leur culture. Donc, à chaque étape, c'est l'environnement, c'est l'espace et le temps qui imposent à l'homme comment transformer son environnement ou bien comment transformer sa culture pour l'adapter. Donc, la culture ne doit pas être fixée dans le temps ni immuable. Souvent, c'est l'erreur que font la culture africaine, où les traditionalistes ou bien ceux qui transmettent cette culture pensent que c'est comme ça ou rien. Je donne un exemple. Par le passé, il y avait un adage qui dit on ne balaie pas la nuit. Ça fait partie de notre culture. Ouais, bien sûr. Voilà. On ne pile pas la nuit. Voilà. On ne pile pas la nuit, on ne balaie pas la nuit. Ces deux exemples, je vais les détailler un peu. Je prends premièrement, on ne balaie pas la nuit. Pourquoi c'est interdit de balayer la nuit? Au début, il n'y avait pas la lumière. Donc, on ne peut pas allumer proprement pour voir ce qui se passe dans la nuit. La nuit, tu peux avoir quelque chose qui est tombé, qui est si petit, tu ne sais pas. Tu balayes, tu le sors de ta chambre. Tu ne sais pas, tu le jettes. Le lendemain, tu peux le chercher et ne pas le retrouver. Voilà un exemple banal que je donne. De l'interdiction. Alors, l'interdiction. pour éviter ces mésaventures, on a dit, ben, dorénavant, on ne balaye plus la nuit. On va balayer quand il fait jour, quand il y a la lumière, pour éviter ces quiproquos. Ça, c'est un. Pourquoi on ne pile pas la nuit? Si vous avez vécu dans les fermes reculées, vous allez comprendre que il y a un phénomène qui se passe lorsqu'on pile la nuit. Il y a une vibration. Le sol vibre. Quand vous pilez, il y a des vibrations. Et ces vibrations attirent quoi? Les reptiles, attirent les animaux sauvages qui, en entendant le bruit, viennent vers ce bruit-là pour voir est-ce qu'il n'y a pas à manger. Alors, prenons ne serait-ce que les reptiles. Vous qui élevez vos poules, vos moutons, vos chèvres et tout à côté de votre concession, vous pilez, parce que la nuit, personne ne voit ce qui est dans le noir. Vous pilez. Les vibrations appellent, par exemple, des serpents qui, à proximité de la maison, vous guettent. Une fois que vous vous endormez, ils peuvent vous mordre vos enfants, ou mordre vos animaux, ou bien même les manger et les emporter. Alors, la tradition a dit, on ne pile pas la nuit. Point. Le problème, c'est qu'il y avait eu une génération qui, têtue, ne comprenant rien, ne voulant même pas faire des efforts, a refusé de faire les choses. Et donc, les anciens ont compris qu'il faut leur faire peur. Alors, on a ajouté beaucoup de superstitions. On a dit, bon, voilà, à cause de tel esprit, on ne fait pas ci, à cause de tel esprit, on ne fait pas ça. Donc, si je donne encore un troisième exemple, allant dans le même sens, il est interdit, souvent dans le peuple éveillé, d'amener des régimes. Des régimes de bananes ou de bananes plantains ou de comment on appelle de noix de palme à la maison. Pourquoi? Simplement parce que ces régimes
souvent il y a des insectes comme des fourmis ou bien même des, comment on les appelle, les araignées, même parfois des serpents qui se cachent dedans. Alors, tu le prends, tu le ramènes à la maison, tu as ramené un danger chez toi. Ça peut mordre, ça peut faire mal à ta famille, des scorpions par exemple. Alors, on dit, on ne ramène pas. Comme les gens têtus veulent faire, on dit, bon, quand tu vas ramener, voilà tel esprit qui peut te nuire. Et il y a ce qu'on appelle aussi l'égrégore. Quand vous créez des entités comme ça, vous dites, il y a tel esprit qui peut te nuire, et vous le nourrissez, vous nourrissez cet esprit-là par la conscience collective, l'esprit-là grandit, prend forme, et commence par agir. Donc, la mission que vous lui avez donnée, l'esprit va l'exécuter maintenant. Voilà ce qui se passe. Donc, la tradition, par exemple, ne pas balayer la nuit n'est pas valable aujourd'hui pour quelqu'un qui a de la lumière dans sa chambre. Il voit tout. Il voit tout, il va balayer et rien ne va lui arriver. Vous voyez un peu? Mais parce qu'on a un peu mis un côté de cette histoire de balayer dans la nuit dans le spirituel et qu'il y a des entités, les anciens ont compris qu'avec l'évolution, on ne peut pas imposer ça n'importe comment. Donc, ils ont inventé, par exemple, un balai qui permet spécialement de balayer la nuit, qui est différent du balai que vous utilisez pendant le jour. Vous voyez? Oui. Donc, c'est comme ça. Il fut longtemps, nous avions, par exemple, dans nos contrées, des forgerons, cette caste-là dont je parle toujours, qui était une caste qui détient beaucoup de connaissances sur les communautés et qui intervenait même à des moments donnés spécifiquement pour traiter des maladies ou bien faire ci ou bien faire ça. Alors, cette caste tend à disparaître aujourd'hui de nos communautés et c'est un danger pour nous tous. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on ne fabrique plus de houx dans n'importe quel village. Oui. C'est très rare de trouver des villages. Et d'ailleurs, il y a nous intellectuels, que donc on a l'habitude de qualifier de tarés, cette audace-là de dire que c'est des outils empiriques, archaïques, qui ne sont plus d'actualité. Vu la modernisation de l'agriculture. Voilà. Qui a modernisé les outils? C'était à nous de le faire. Ouais. Mais à quel moment on s'est penché sur cette question pour dire, bon voilà, les choses évoluent, notre communauté aussi évolue, les choses, voilà. Donc, il va falloir qu'on travaille pour améliorer les outils de production, pour l'adapter aux nouvelles réalités. Oui. Ça n'a pas été fait. Alors, pour pallier aux problèmes que ça engendre, on va ailleurs et on importe ce qui est produit ailleurs. Ce que d'autres peuples sont arrivés à faire, on les importe chez nous. Mais en le faisant, qu'est-ce qu'on fait? On crée du chômage. Je reviens un peu sur le développement industriel en Europe. Quand ils ont découvert la vapeur, tout ce qui va avec, et ils ont commencé par fabriquer des machines, il fallait beaucoup de main-d'œuvre dans les industries, dans les usines, pour produire. Au même moment, il y avait beaucoup de personnes dans les champs. Alors, il fallait faire sortir des gens dans le champ pour les amener dans les industries, mais faire en sorte que le peu de personnes qui vont rester également dans les champs puissent produire suffisamment pour que tout le monde puisse manger. Ouais. Alors, quand on a pris les gens dans les champs, on les a amenés où? Dans les industries, dans les usines, où ces personnes-là fabriquent maintenant les machines qui les remplacent dans le champ. Vous voyez? Ouais. Et donc, ils ont résolu deux problèmes à la fois. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Nos jeunes ne sont plus dans les champs parce qu'on a importé des tracteurs et tout. Au même moment, ces jeunes, ayant fini les études inadaptées à leur culture, à leur contexte, traînent les bosses dans les rues. Donc, nous, on crée des problèmes. On crée des chômeurs. Au lieu de trouver des solutions. Je donne un autre exemple en parlant de la langue. Prenons nos deux principales langues du Togo, qui sont le Kabyè et l'Ewe. Si aujourd'hui le gouvernement décide, ne serait-ce que de décréter ces deux langues comme étant des langues nationales, vous allez voir que on peut créer plus de 10 000 emplois par langue. Comment? Premièrement, on aura besoin des gens pour traduire des livres et les écrire en langue Ewe.
Et ces messieurs-là doivent être nombreux. Il va falloir même, comment dit-on, moderniser ou bien rendre l'écriture technologique, c'est-à-dire fabriquer des claviers, des trucs qui arrivent à le faire. Et nous, on ne l'a pas fait, c'est Google qui est aux États-Unis qui l'a fait à notre place. C'est déjà une aberration. Lever, c'est la propriété des peuples du sud, non, de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Donc c'est à eux de faire ce truc et de le vendre. C'est pour eux. Mais ils ne l'ont pas fait et c'est d'autres qui le font à leur place. Pendant ce temps, ce peuple-là courait derrière autre chose qui ne lui appartient pas, bien sûr. Alors, si ça a été fait, imaginez les livres de mathématiques à traduire. Donc, beaucoup de nos mathématiciens qui chôment aujourd'hui ont du boulot. Des livres de physique, des livres de SVT et tant d'autres. Des romans à écrire. Sans oublier les traducteurs. Ceux-là qui doivent traduire à chaque fois que des invités, à chaque fois que des étrangers viennent chez nous, à chaque fois que des étrangers veulent apprendre notre langue. Voilà d'autres enseignants et autres qui auront du travail à plein temps. Parce qu'ils doivent vendre ce qui est à eux. Donc pour vous, la culture africaine ou bien les cultures, vous avez même parlé de micro-culture africaine, tout ça là peut apporter, ou bien toutes ces cultures ont leur place dans le développement de l'Afrique. Non seulement que ces cultures ont leur place, ces cultures doivent faire l'objet du développement de l'Afrique. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est une aberration. Monsieur Michel, aujourd'hui, on est dans un studio climé. Donc, c'est normal qu'on porte, par exemple, la veste. Mais vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi les Blancs portaient la veste? La veste n'est pas apparue en Europe par hasard. C'est une nécessité. Et vous allez les voir porter même des manteaux. Et bizarrement, il y a des gens qui portent des manteaux chez nous en plein midi. Alors que c'est un processus de lutte contre la chaleur. Je reviens par exemple sur les inventions qui ont eu lieu en Occident et qu'on nous vend. Pourquoi l'Occident a inventé par exemple le congélateur, le réfrigérateur? Pourquoi l'Occident a inventé les boîtes de conserve? Pourquoi l'Occident a inventé tant de choses? Juste parce que c'est par nécessité. Chez eux, il y a des périodes où il y a même des peuples qui ne voient pas la lumière du soleil pendant toute une année. Il y en a qui le voient pendant 3 mois seulement. Et c'est parti pour l'année prochaine. Donc, ces peuples, quand ils produisent pendant 3 ans, 3 mois plutôt, ils doivent le consommer sur les 9 mois restants. Alors, comment faire pour conserver cette nourriture pour que ça ne pourrisse pas? Il faut inventer des processus. C'est ça qui les a amenés à inventer ce que nous appelons aujourd'hui des réfrigérateurs, des congélateurs, des trucs, des boîtes de conserve, tout ça là, parce qu'ils doivent garder la nourriture pendant longtemps et après le manger. Quand bien même que cette nourriture n'a plus la même qualité que la qualité qu'elle avait au début. Alors pourquoi nous, qui avons le soleil 12 mois dans l'année, pourquoi les imitons-nous? Pourquoi mangeons-nous des choses qui sont mises dans les boîtes de conserve? Je vous dis que c'est le soleil qui produit la nourriture grâce à la photosynthèse. Et nous le savons tous. Nos ancêtres le savaient. En Afrique, les peuples vivent encore de la cueillette jusqu'à ce jour. Est-ce qu'on avait besoin, est-ce que nos peuples avaient besoin de fabriquer ces équipements qui polluent la nature et qui est reconnu aujourd'hui par tout le monde comme étant les effets du changement climatique, ou bien les causes du changement climatique? Nous n'en avions pas besoin. Si on avait suivi notre voie de développement, si on avait développé notre culture en l'adaptant au fur et à mesure, je le dis et je le répète, nous n'avions pas besoin de tout ça. Donc, bref, Chancy, on a beaucoup de chemin à faire. Nous n'avons même pas encore commencé et il va falloir le faire le plus tôt possible. Et ce qui est encore magnifique, quand moi je vois tout ça, c'est les opportunités qu'il y a. Regardez tous nos jeunes qui traînent aujourd'hui, ils disent oui, je suis au chômage, je suis au chômage. Il suffit de prendre les bonnes décisions, tout le monde est au travail. Nous allons produire non seulement pour nous, mais pour le vendre aussi aux autres peuples, parce que nous avons à vendre.
Je vous le dis, il y a des choses qui sont scientifiques, mais que nos intellectuels aujourd'hui, ou bien le blanc, le blanc, lorsqu'il nous colonisait, nous a dit, oui, ça c'est satanique, c'est dangereux. J'en avais déjà parlé une fois ici, par exemple, les scarifications, les poudres noires. Vous pouvez imaginer, je le dis, je le répète, c'est purement du vaccin. Et par définition de ce que c'est que le vaccin, comme étant un virus ou bien, un truc dont la force a été atténuée, la poudre noire, on le fait comment? En mettant par exemple la tête du serpent qui contient déjà le venin, qui est une protéine qui peut être dénaturée par le feu, par la chaleur, en le mettant sur le feu et en y ajoutant uniquement que des herbes médicinales. Le reste, c'est du folklore. On peut danser autour du feu, faire tout ce qu'on veut, mais l'essentiel, c'est qu'on a produit un vaccin en dénaturant une protéine qui était très très dangereuse pour le rendre moins dangereux et en le mettant ensuite dans le compte. Ce n'est pas valorisé par les Africains. Ce n'est pas valorisé. Aujourd'hui, imaginez des gens qui se mettent à fabriquer de la poudre noire et à le commercialiser de façon esthétique comme les Blancs les aiment. Vous allez voir qu'ils vont vendre partout parce qu'il y a des serpents partout. Vous allez aux États-Unis, vous trouverez des serpents à sonnettes et autres qui sont très très dangereux. Vous allez partout. Vous pouvez commercialiser ce produit. Pourquoi nous on ne le fait pas? Pourquoi nos pharmaciens ne travaillent pas sur ces méthodes-là? Mais nos pharmaciens sont devenus rien que des commerciaux. Parce que le processus de fabrication des produits a été inventé par l'Occident. Nous, on ne veut pas améliorer le nôtre. Donc, on est des spectateurs. La plupart de tous ceux qui ont fait cette école de pharmacie sont des spectateurs. Je prends la médecine. On opérait des gens en Afrique des milliers d'années. Il y a eu des opérations oculaires en Afrique. Il y a des milliers d'années. Il y a des familles. Dans certains villages, il y a des familles qui sont dédiées aux opérations pareilles. Il y a des femmes qui sont spécialisées dans l'accouchement. Et l'accouchement ne se faisait pas d'une n'importe quelle manière. Parce qu'il faut respecter beaucoup de principes. Mais ça se faisait. Mais pourquoi on ne développe pas notre façon de faire et on copie uniquement que ce que les autres font? Justement parce que nous sommes complexés et nous ne voulons pas travailler. Ça peut faire l'objet d'un débat. Pourquoi on ne développe pas cela et on s'appesantit plus sur ce que les Blancs, les Occidentaux ont fabriqué ou continuent de fabriquer. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Tchamsi Kokou Montou, vous êtes promoteur culturel. Vous êtes également le responsable de l'ONG ASDI. ASDI va très bien. ASDI se porte à merveille et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Allez, merci à vous. On va marquer la pause pour le journal et derrière, nos invités sont là. On va les recevoir pour Regard Croisé.